Ça y est, ça filme. Bonjour les amis. Aujourd'hui, face aux auteurs, à l'honneur de recevoir Monsieur Élie de Rothschild. Bonjour Élie. Bonjour. Mais je suis ravie de vous recevoir. Alors, ce nom, c'est incroyable parce que ça projette tellement de choses. Mais moi, je vous reçois parce que justement, en lisant votre livre, qui est très bien écrit, qui m'a surprise parce que vous n'êtes pas comme la baronne de Rothschild qui raconte qu'il faut mettre la fourchette à gauche et la cuillère à droite, etc. Non, non, non. Je m'attendais à un livre un peu futile comme ça, mais pas du tout. J'ai été très surprise. J'ai presque envie de dire que c'est un livre d'histoire parce qu'on rentre dans les dédales d'une saga en fait familiale. Et ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que je vous reçois, c'est parce que je reçois un homme qui était un pauvre et qui a réussi à ce que son nom brille dans le monde entier. Meyer Rothschild, enfin à l'époque, vous allez me raconter parce qu'il y a tellement de branches, il y a tellement de frères, c'est une très belle famille, enfin qu'il a fondée. C'est une très belle histoire dans un ghetto. C'était pas gagné, hein. C'était pas gagné. Donc, je suis admirative et je suis vraiment très touchée. C'est un honneur d'avoir un Rothschild à côté de moi. Voilà. Et c'est un honneur pour moi de vous présenter au groupe. Et on va essayer de défricher un peu et de décarboniser l'image. Comme un diamant, parce qu'au fond de toute cette pierre-là qu'on voit Rothschild, quand on pousse comme ça le carbone, c'est vraiment très lumineux, il y a des aventures extraordinaires et il y a des apports au monde vraiment fantastiques. Donc je vous laisse la parole. Je vous poserai, d'abord, vous allez nous raconter comment cette histoire a commencé, mais brièvement, parce qu'autrement on pourrait rester 2 siècles. Il y a tellement de choses à dire, mais... est-ce que vous pouvez me remémorer, parce que je l'ai lu, mais en parler à nos spectateurs, Meyer Amschel, alors, qui était-il et où se trouvait-il, ce cher monsieur ? Tout se passe à Francfort. Il est né à Francfort, dans le ghetto de Francfort. Alors les gens, ils ont un peu oublié ce que c'est qu'un ghetto. Vous pouvez parler même à la caméra, Élie, hein, parce D'accord. que vous vous adressez aux gens, c'est mieux. Alors un ghetto, c'est un camp qui est fait pour délimiter... c'est un confinement. C'est qu'à l'époque, on est en terre chrétienne, et c'est vrai que les juifs sont dangereux pour les chrétiens. Parce que s'ils sont parmi les chrétiens, forcément, des mariages peuvent arriver, et puis on peut être un peu... c'est une épidémie. Oui. Donc, le fait d'être juif, il faut être séparé des autres. On les met dans des ghettos. Ils sont partis. Et ça, depuis le Moyen-Âge. Ouais, c'est D'accord. très triste. On a peur de la police, on a peur du peuple chrétien, on a peur des militaires, des guerres un peu partout. Et souvent, quand on ne sait pas d'où viennent les problèmes, on pense que les problèmes viennent des juifs. Oui. Alors, quand on manque de nourriture, ce sont les juifs. Quand il y a la guerre, c'est les juifs. Quand on manque de tout, ça peut être que les juifs, évidemment. On est un peu le souffre-douleur de la chrétienté. Oui, parce voilà qu'on pourquoi... est considéré comme le peuple déicide, donc c'est pour ça, quoi. Et voilà pourquoi on fait la chasse. Alors, il y a des gens qui m'ont posé la question, ils m'ont dit, mais à ce moment-là, pourquoi ils ne tuaient pas tous les juifs, puisqu'ils étaient responsables des problèmes. On nous tuait pas tout simplement parce qu'on avait quand même une utilité au royaume. Le pouvoir chrétien, et surtout les catholiques, avaient décrété que l'argent est impur. Il fallait bien quelqu'un pour le toucher, cet argent, pour le faire travailler, pour faire prospérer les cités. Et alors, on n'a rien trouvé de mieux que de dire, puisque nous, chrétiens, on n'a pas envie d'aller en enfer, touchons à l'argent le moins possible. Et donc, mettons les Juifs entre nous et Dieu. Et, ils vont toucher à l'argent, et donc on n'ira pas en enfer. Voilà pourquoi on nous gardait. Ouais. On nous faisait souffrir, évidemment, mais on nous gardait près d'eux. Et on avait le droit de faire du commerce. C'est d'ailleurs le seul métier qu'on est autorisé à faire. Oui, mais Meyer, alors, donc il se trouve dans ce ghetto. Il perd ses parents. On va y venir. Il perd ses parents et il est élevé par un banquier. Et puis, c'est ça tout le truc, c'est qu'il est élevé par un banquier. Il était élevé par un banquier
de l'époque qui va lui apprendre la valeur de l'argent, qui va lui apprendre la numismatique, les médailles, les monnaies, qui va lui apprendre l'économie, le commerce. Et puis, à l'adolescence, il va quitter ce banquier pour retourner dans sa famille. Et là, entre l'éducation de ses parents avant qu'il meure, plus l'instruction de ce banquier, il va avoir des clés extraordinaires et surtout la chance d'avoir un tempérament d'entrepreneur. Voilà. Et au lieu de courber les chines face aux chrétiens, comme tous les autres juifs font, parce qu'ils ont peur d'être tués s'ils ne respectent pas les règles, lui va avoir l'idée de sortir du ghetto et pour ça, il va imaginer que s'il devenait le pote d'un seigneur, et en l'occurrence de Guillaume de Hesse-Cassel, qui était le seigneur de Francfort, s'il devenait son pote, ça pourrait lui ouvrir toutes les portes. Et c'est ce qui s'est passé. Par chance, le seigneur a des collections, et vous savez qu'à l'époque, Guillaume de Hesse-Cassel, c'était le seigneur de Francfort, de toute la région de la Hesse à l'époque. Et en devenant le pote du seigneur, il a beaucoup de chance parce que le seigneur, il aime les collections. Et notamment, il a une collection de médailles et de pièces. Et par chance, c'est la spécialité de Meyer Amschel qui a appris ça avec son banquier. Et il va se mettre en tête de rencontrer ce seigneur en lui proposant les plus belles pièces. Et ça va marcher. Le seigneur va apprécier Meyer Amschel, outre le fait qu'il soit juif, mais pour la qualité de ce qu'il lui apporte. Une relation va s'installer entre Meyer Amschel il lui fait confiance. Et Guillaume de Hesse-Cassel. Oh, tout doucement, hein, ça c'est pas venu en un jour. Mais petit à petit, une relation va s'installer entre les deux, au point que très vite, il va comprendre quel service pourrait lui rendre Meyer Amschel. Et le premier des services qu'il va rendre au seigneur, en plus de l'approvisionner en marchandises et en pièces, ça va être de prêter de l'argent à ses cousins. Parce que le prince Guillaume de Hesse-Cassel est très radin, très greedy, on dit en anglais. Oui, greedy. Le synonyme en français, je ne sais plus, mais il aime l'argent. Et surtout, il a découvert que, il faut savoir que toute l'Europe, à l'époque, tous les seigneurs de l'Europe sont cousins, plus ou moins. Hein. En Norvège, au Danemark, en Suède, à Londres, ce sont des cousins des familles nobles. Bien sûr, parce que ce sont des mariages arrangés pour les terres, etc. Ouais. Et ils se prêtent de l'argent les uns les autres. Et Guillaume de Hesse a beaucoup d'argent. D'abord parce que c'est un mercenaire, il a une armée de mercenaires qu'il met à la disposition de tous ceux qui veulent faire des coups sales, sans bannière, sans honneur. Et tous ces soldats qu'il met à la disposition de tous ses clients lui rapportent beaucoup d'argent. Et cet argent, voilà ce qu'il aime le plus, c'est le prêter aux autres. Alors il le prête à ses cousins, aux autres monarques qui, eux, n'ont pas forcément les mêmes moyens. Sauf que le pouvoir catholique lui interdit de faire de bénéfices, donc de gagner de l'argent avec des intérêts. Oui. Et c'est un vrai problème pour Guillaume, qui lui aime faire de l'argent. Donc il va trouver une idée qui n'est pas de lui, qui est de son premier valet, mais qui est ce qu'elle est. Et il va proposer à Meyer Amschel de prêter de l'argent en tant que prête-nom. Car seuls les Juifs, à l'époque, avaient le droit de prêter de l'argent en prenant des intérêts. Donc Meyer Amschel va rendre ce service à son maître. Il va prêter de l'argent. Évidemment que c'est l'argent du prince. Mais pour tout le monde, c'est l'argent d'un juif. Donc, Meyer Amschel va encaisser les intérêts, naturellement, et reverser 95% de ce qu'il touche à son maître. Et c'est comme ça que peu à peu, la confiance va s'installer entre le petit juif, du ghetto, et le seigneur de Francfort. D'accord. Donc là, on est dans un démarrage de vie où il commence à s'installer dans la carrière, entre guillemets, qu'il va faire et qui va suivre. Et comment il arrive à faire cette famille? Alors, comment démarre l'histoire de la famille? Alors, il va épouser... Oui, mais c'était pas facile au départ. Hein. C'était pas gagné, ça non plus, qu'il épouse la fille du type qui habite en face. Oh, il s'est bagarré un petit peu, évidemment, mais quand il a montré qu'il avait les moyens, évidemment que son père fut d'accord, et puis il va épouser sa copine de classe. C'est quand le père a vu que Meyer commençait à devenir un peu riche, mieux habillé, etc., il a donné sa fille, dont Meyer était très amoureux. Oui, absolument. Et puis de cette union vont naître 5 garçons et 5 filles, qui ont... 10 enfants quand même. Non, 18 enfants. 18 Oui, les autres sont morts à la naissance, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Oui. Mais on va dire que 5 garçons et 5 filles sont nés et ils vont devenir... Ils étaient très amoureux. Oui, absolument. Si vous m'interrompez toutes les 40 secondes, on n'a pas fini. Hein. J'adore vous interrompre. D'accord. Donc grâce à cette famille, ils sont 12. Meyer Amschel, sa femme et 10 enfants. Et tous vont participer
à la création de la famille. Hein, à savoir que Meyer Amschel, très très vite, quand il va devenir le prête-nom du prince, va avoir besoin de ses enfants qui sont nés et sont devenus des adultes. Et petit à petit, ils vont commencer à faire du commerce. Les guerres napoléoniennes sont également de la partie. Napoléon attaque tous les pays en même temps. La France attaque l'Angleterre, mais également ses alliés européens, les autres, l'Allemagne, la Prusse, la Russie. Et par le hasard des choses, Francfort est au centre de toutes ces batailles. Et le problème, c'est que les armées, la police, l'État saisit toutes les marchandises. Les gens n'ont plus rien à manger. D'accord. Et Meyer Amschel va se voir interdire de faire du commerce. Il a une petite boutique, très vite, qui est interdite, comme toutes les autres, d'ailleurs, et il va devoir devenir contrebandier pendant la guerre pour survivre. Hein, et toute sa fortune, il va la faire par la contrebande, en vendant à un moment où on n'a plus le droit de vendre, avec des entrepôts qui ouvraient, fermaient, se cachaient. On cachait les marchandises, on maquillait les convois. On prenait des faux papiers pour franchir les barrages de police. C'était un vrai métier de contrebandier. Et il était toujours dans le ghetto. Il y avait toujours ce petit commerce, cette petite boutique. Il avait le commerce dans le ghetto et puis il avait un peu partout. La contrebande veut dire s'installer un peu partout. Non, la contrebande, ça c'est autre chose. Mais avec ses enfants qui peu à peu vont contrôler la contrebande. Absolument. Mais il y avait beaucoup de concurrence. On n'était pas le seul à faire de la contrebande. Oui, c'est ça. Hein? Sauf que le problème des contrebandiers, c'est pas de gagner de l'argent. C'est facile, ça. Le problème, c'est de garder cet argent et de ne pas se le faire voler. Hein? Oui, c'est juste, oui. Et aucun autre réseau n'a jamais trouvé ce que Meyer Amschel a décidé de faire. À savoir prêter ses profits plutôt que de les garder et se les faire voler. Prêter ses profits à son voisin d'abord, et puis ensuite aux amis de ses voisins, et ensuite aux amis des amis, et ensuite on sort du ghetto, on va recommencer à prêter de l'argent aux chrétiens, et puis à l'église, et on va prêter... Financer les guerres. Non, pas du tout. Non. Oh, ça c'est bien après. Ah. Non. Et puis c'est une bêtise, on n'a jamais financé de guerre. Mais on va y revenir. On va commencer à prêter ensuite aux commissaires, et puis ensuite aux ministres, et puis on va continuer après, on va prêter aux souverains qui justement font la chasse au marché noir. Oui, c'est la meilleure. Et puis on va finir par prêter aux États dans leur ensemble, à tous les États. Hein. Mais il faut savoir qu'il va sans dire que jamais personne n'a su d'où venait l'argent qu'on leur prêtait. L'argent qu'on leur prêtait provenait du marché noir. Et tous ces États faisaient la chasse au marché noir. Et ils n'ont jamais su qu'on leur prêtait l'argent qu'ils cherchaient. Enfin, ils devaient quand même s'en douter, mais seulement fermer les yeux pour avoir l'argent. Ah non, ils n'ont jamais su. Non. Et quand les guerres napoléoniennes se sont terminées, on était déjà en relation avec tous les États. On avait fait fortune pendant la guerre. Et on s'est installé comme banquier. Alors, comme banquier, vous êtes installé où au départ? Ça a démarré comment, enfin, cette installation de banque? Ça a démarré à Londres, puis à Paris. Qui est parti à Londres? C'était Nathan? Non, c'est Nathan. C'est Nathan qui est parti à Londres. Le premier qui est parti à Londres, Nathan. Et puis James à Paris. Voilà. Enfin, Jacob, qui a changé de nom pour devenir James. Et puis ensuite, Salomon à Naples. Et Karl et Amschel, qui est resté à Francfort. Mais on n'est pas parti pour faire une multinationale, bien qu'on le soit devenu. On est parti parce qu'on ne savait pas à quel endroit la guerre allait éclater. Et il fallait trouver un refuge. Sachant qu'on ne savait pas où est-ce que ça allait tomber, on a créé des refuges un peu partout pour s'en sortir, pour que toute la famille puisse savoir où se cacher en cas de problème. Alors, ils sont tous restés, en tous les cas, il y a quelque chose de fabuleux quand même, c'est qu'il y a quand même le tronc central, qui est le père, avec les enfants, et ils sont tous partis, c'est comme une toile en fait, mais ils étaient tous très reliés parce qu'avec un esprit de famille très fort, quoi. Oui, enfin au départ, parce que oui, très, au très départ, vite, c'est ça, au départ, tout s'est bien construit parce qu'il y avait cet esprit de famille. Ça, c'est la volonté de Meyer Amschel. Mais très très vite, on voit des disparités, on voit que les frères se jalousent les uns les autres. Ils étaient religieux, ils étaient pratiquants. Il y en avait qu'un. Oui, Meyer Amschel était très religieux. Un des 5 fils, Amschel justement, oui, était super religieux, mais les autres non. Les autres, au fur et à mesure, au contraire, ils étaient curieux d'apprendre. Parce que la religion juive est très spéciale. On n'a presque rien le droit de faire. On fait attention à ce qu'on mange, et souvent, c'était pas terrible. Il y a beaucoup de restrictions, les habits étaient austères.
la façon de vivre était différente. Et évidemment que les petits Rothschild, ils étaient attirés Ils voulaient s'assimiler, on est toujours attiré par ce qui est interdit. À part Amschel, qui était très religieux et qui d'ailleurs n'était pas content de voir que ses frères jouaient pas le jeu, mais ça fait partie des choses que... Donc chaque Rothschild dans son pays respectif a pris les règles du pays. Et on est resté juif dans la tête, et même on était juif, mais en utilisant tous les aspects positifs qu'on pouvait trouver en dehors de la religion juive. D'accord. Et Amschel, celui qui était religieux, c'est quoi sa branche à lui, aujourd'hui? C'était la branche de Francfort. Il est resté au maximum avec son père et sa mère, qui n'ont jamais voulu quitter Francfort. Il est resté à Francfort. Pendant que les autres sont partis, alors Salomon à Naples, Karl, il est parti, ou plutôt non, Salomon est parti à la capitale, c'est en Autriche, à Vienne. Salomon est parti à Vienne, Karl à Naples en Italie, et puis Nathan à Londres bien sûr, et James à Paris. D'accord. Donc, alors, on en était où il commence à s'amplifier. Et parce qu'on va pas, de toute façon, on va pas vous raconter tout le livre. Il y a trop d'événements historiques, il y a trop de découvertes. Mais on va quand même, j'aimerais beaucoup quand même que vous expliquiez, en tous les cas, que vous déconstruisiez cette image négative qui est mise sur les Rothschild, parce qu'il y a beaucoup d'inventions, il y a beaucoup de choses qui ont été très positives pour l'économie française. Là, je parle de la branche française, bien entendu, comme par exemple les chemins de fer, comme par exemple... il y a plein de choses dont on avait parlé en dehors du face aux bien autres. Avant les chemins de fer. C'est expliqué dans le livre, mais j'aimerais aussi que vous mettiez ça en avant. Oui, mais bien avant ça, on a dit qu'on avait financé les guerres. C'est pas vrai du tout. Voilà, déjà, c'est faux. On a prêté de l'argent aux États, on a financé des États, c'est vrai, dont certains se faisaient la guerre. Première chose. Mais justement, pour éviter les guerres, dans tous nos contrats de prêt, il y avait une clause de remboursement anticipé en cas de guerre. Ce qui veut bien dire que notre intérêt, ce n'était pas du tout qu'il y ait la guerre. Et bien entendu, on est des humanistes. On aime l'humain et on l'a prouvé à maintes occasions. Et la guerre, elle horrifie tout le monde. Tout le monde, bien entendu. On n'était pas en train de chercher des États, à provoquer des guerres. C'était au contraire. Au contraire, la guerre n'arrange pas les affaires. On n'a jamais vendu d'armes. Oui, vous n'êtes pas des... Je sais bien, mais les gens pensent qu'on est forcément dans le business de la guerre. Quoi qu'il en soit, parce que ça lui donne l'occasion de remettre en place un poncif qui est faux. Il y avait même une guerre entre la Hollande et la Belgique qui a été arrêtée par James, justement, grâce à cette clause. Et il a tout fait, il s'est bagarré pour éviter une guerre entre la Belgique et... Non, la guerre, c'est contre nature avec les affaires. Déjà, si vraiment on voulait gagner de l'argent, on ne ferait pas la guerre. La guerre annule tout, alors que les affaires sont basées sur la stabilité, sur la tranquillité. Donc, penser qu'on fait fortune sur le dos des pauvres gens qui se font assassiner en faisant la guerre, c'est une fausse image. C'est un non-sens. Ensuite, alors, il y a quand même ces chemins de fer, là, cette histoire de chemin de fer. Alors, le chemin de fer, on a rencontré les frères Pereire. Les frères Pereire qui ont travaillé pour la famille, mais qui très vite sont arrivés avec une idée de développer le chemin de fer. Au départ, personne n'a accroché avec cette idée, on ne comprenait pas. À l'époque, il y avait des diligences, d'accord ? On pouvait aller d'un point à l'autre très facilement. On nous propose un chemin de fer avec des rails qui vont d'un point à l'autre, on ne peut pas changer de direction. Oui, c'est ça, dans leur tête, ça n'a... Déjà, on ne comprend pas. On va d'un point à l'autre et ça ne peut pas marcher. Il n'y a aucune liberté d'action. On ne voit pas l'intérêt. Et Nathan repousse cette idée. James également, à Paris, repousse cette idée. Sauf qu'ils reviennent à la charge. Il n'y avait pas beaucoup de financiers capables de sponsoriser ce genre de choses à l'époque. Il fallait faire une première ligne qui donc allait être faite. La ligne, ça va être Paris-Saint-Germain-en-Laye. Oui. Et ce qui va toucher James, c'est le jeune Pereire qui revient en expliquant à James que s'il fait cette première ligne, il entrera dans l'histoire, comme celui qui aura fait le chemin de fer. Et comme on a toujours été à la recherche
d'une montée en puissance au niveau relationnel. Nous, on est des pauvres juifs. Pauvres juifs. Oui, Les j'ai pires de- commencé par ça, parce que ça, c'est quelque chose qui est très Et important. c'est vrai que quand on peut monter dans l'échelle sociale et devenir Il faut toujours regarder en haut, quoi. devenir noble, ouais, voilà. devenir celui dont on parle, on a toujours été très touché par ça. Hein, et James, quand on lui dit qu'il peut être le premier, alors il va foncer, il va créer cette première ligne, Paris Saint-Germain-en-Laye, qui a beaucoup de succès. Ça marche tellement bien qu'à l'époque, on a très peur. On pense que si ça allait à 30 km/h, on pensait qu'à cette vitesse-là, on allait se décomposer. Hein. C'est ça qui est dingue. Comme quand on a inventé l'ascenseur, où des gens pensaient que Oui. le fait de prendre l'ascenseur allait nous rendre malades, etc. Ouais. Mais on l'a fait, et petit à petit, ça y est, l'engrenage ils ont compris l'intérêt d'aller très vite, et on a commencé à faire cette guerre du chemin de fer, où on a contrôlé les chemins de fer jusqu'en 1945 pratiquement, avec la Compagnie du Nord. On a créé beaucoup de chemins de fer jusqu'à ce qu'on soit nationalisé par l'État, qui a considéré que c'était un bien public. Il y a eu quand même des trains, enfin la SNCF, enfin les chemins de fer français, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque. Il y a eu des problèmes quand même avec la déportation des Juifs et tout, parce que vous me dites, vous êtes resté jusqu'en 1945 dans les chemins de fer. Il s'est passé des choses quand même. Non, peut-être pas en 1945, mais à cette époque, on a été nationalisé. D'accord. Et la Compagnie du Nord, qui gérait toutes les affaires de la famille et qui gérait l'essentiel des chemins de fer sur le territoire français en tout cas, et même européen, a perdu ce monopole. C'était un monopole. A perdu ce monopole. Le gouvernement socialiste a considéré qu'il fallait que ça appartienne à tout le monde, et c'est devenu la SNCF. D'accord. Ok. Bon, ils nous ont rendu service. Hein. La société était... Oui, alors expliquez. Oui, parce J'aime que bien ça, ils nous ont rendu service. On retire les chemins de fer, ça se nationalise. Au départ, mais- on n'est pas content. On Ouais, n'est pas content, ouais. évidemment, on nous fout dehors, on n'est pas content, mais Bien à sûr. bien y réfléchir. Les locomotives étaient vieilles, les réseaux étaient vieux, les rails, fallait les refaire, il y avait du terrorisme, fallait réparer, fallait moderniser, fallait changer. Ça coûtait un Ça pognon coûtait une fortune. fou. Et quand on s'aperçoit de ce qu'était le réseau, finalement, le fait qu'on l'ait perdu et qu'on y laisse toutes les dettes et qu'on laisse tout ce qui était encore à faire, c'était un vrai service qu'on rendait à la famille. Et d'ailleurs, la même erreur a été faite 40 ans plus tard, en 1981, ou 50 ans plus tard, quand Mitterrand a nationalisé la banque Rothschild. Là aussi, on n'était pas content. Et, oui. et mon père est parti faire la tête à Londres d'abord, et puis dans cette ère à Château-Lafite. Mais on n'était pas content. Mais finalement, la banque, elle était déjà dépassée par les autres, par le Crédit Lyonnais, par la BNP, par le Crédit Agricole. C'était une petite banque, mais qui n'était plus du tout du niveau. Donc quand on y pense, là encore, c'est un beau service qu'on nous a fait. Hein, et si aujourd'hui on est à nouveau des banquiers, c'est justement parce qu'on a pu faire autre chose. Le pire, ça a été de choisir de faire une banque de dépôt. Aujourd'hui, les activités de la famille, c'est plus dans la banque de dépôt, ce sont des banques d'affaires, on fait Ce sont des des fusions-acquisitions. fusions-acquisitions. D'ailleurs, on vous le reproche suffisamment Ah, bah oui, bien sûr. à travers Macron. Bien sûr, on fait ce qu'on nous demande et de temps en Donc, temps, ça pour marche vous, pas est-ce très que bien. c'est un banquier? Est-ce que c'est un banquier de chez Rothschild, Macron? Non, pas du tout, il n'a jamais été banquier. Il était apporteur d'affaires. Voilà. Bien sûr qu'on l'a employé, bien sûr qu'il a fait ce qu'on lui demandait, mais enfin, il n'a pas géré l'argent. D'accord. Il a fait se rapprocher deux multinationales, Nestlé d'un côté, et puis ils ont fait un deal à plusieurs milliards. Voilà ce qu'on lui demandait, c'est ce qu'il a fait. Très bien. Mais alors donc, vous êtes quand même très politisé, non? Au sein de cette banque Rothschild. Je ne comprends pas la question. C'est-à-dire qu'il y a Alstom, quand même, c'est passé par... est-ce que cette vente est passée par... C'est lui qui s'en est chargé. Écoutez, moi je ne sais pas. D'accord. Moi je ne fais pas partie de la banque Rothschild. Voilà. Je ne suis pas banquier. D'accord. Bon, il a fait des deals, bien sûr. Alors, d'autres histoires. C'est une autre histoire. On a d'autres histoires. Oui, il y en a beaucoup d'autres. Et donc, et alors vous, votre papa, dans tout ça? Mon père a travaillé pour la banque jusqu'en 1981. Et puis quand on a été nationalisé, il est parti, il s'est occupé du château qu'on avait. On avait Château Lafite. Et vous Et y avez bizarrement, vécu? et bizarrement, Château Lafite perdait de l'argent, ou en tout cas n'en gagnait pas beaucoup, jusqu'à ce que le patron vienne s'en occuper. Et bizarrement, l'année d'après,
ça recommençait à gagner de l'argent. Bizarre, hein, quand le patron n'est pas là, c'est pas la même chose dans les affaires. Et puis mon père a arrêté d'être banquier à ce moment-là, et puis il s'occupait principalement du vin. Oui, il y avait des vignes, il y a des vignes, parce que le château Lafite, il est quand même réputé. Oui, bien sûr. Et ces vignes, elles sont toujours là? Elles sont toujours là, là. et Qui on- les gère dans la famille alors? Et on s'en occupe. On s'en occupe, c'est les cousins qui ont hérité des vignes. Mais vous, Élie, je pense que vous avez des vignes également. Moi, je fais du vin. Hein, j'ai fondé ma propre marque, Sire Montagu. Sire Montagu. Sire Montagu. C'est pas du vin cachère. Pas encore. Un jour, ça le sera peut-être. On m'a demandé. Ouais. J'y réfléchis, j'y travaille, mais ça met du temps. Hein. Cire comme ça. SIR Montagu. Sire Montagu en un seul mot. Voilà. Ah, c'est Montagu, d'accord. D'accord. C'est du Bordeaux. Mais c'est... Non, surtout pas. Mes cousins sont dans le Bordelais. Et alors? Moi, je suis dans le sud. On fait du Bandol, du Côte de Provence. C'est délicieux le Bordeaux. Vers la Loire, on fait du Côte du Rhône. Ok. Bientôt du Bourgogne. Et même du Champagne cette année, j'espère. Et Ah vous oui, distribuez génial. Où? C'est distribué où? Ah, bonne question. Pour le moment, c'est distribué dans le sud principalement. Dans les Leclerc, dans les Auchan. Et petit à petit, on distribue de plus en plus. Un jour peut-être dans toute la France. Pour le moment. Et c'est en vente en ligne surtout. Vous pouvez le trouver en ligne. Il y a un site, on peut le donner. Bien sûr, vous allez sur ciremontagu.com. Ciremontagu.com, vous pourrez acheter du vin Et il n'est pas très cher. de chez Élie. Il n'est pas très cher. C'est des bouteilles autour de 10 €. Bah, c'est très bien ça. Mais je suis très fier de ce qu'on fait. J'ai prouvé qu'on pouvait faire du vin pas très cher, mais qui est très bon. Très très bien. Voilà, donc vous savez quand même là, on a un petit peu survolé parce que Et ça fait combien de temps que vous faites ça? ce livre est d'une Votre richesse Montagu. incroyable. Alors, Sire Montagu, c'est depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Et vous êtes resté encore dans le Midi? Absolument. Pas que dans le Midi, au point de vue distribution, je veux dire. On est dans le sud principalement. Dans le Sud. Non, pas que dans le Midi, mais dans le sud. D'accord. Mais petit à petit, on se développe. On est déjà dans... Mais tu vas sur le site, tu vas tout avoir. On est dans les drives également, dans les carrefours. Cire Montagu. Mais ça y est, je note. Voilà, tu vas ciremontagu.com. Oui, Sir, c'est comme Sœur Montagu. Voilà. Mais ça s'écrit attaché. SCR. Oui, mais ça s'écrit SIR. S-I-R-M-O-N-T-A-G-U. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire d'autre sur votre famille, Élie? Ben rien, qu'on a eu beaucoup de chance. Par des concours de circonstances, on a eu le passé qu'on a eu et l'avenir est radieux. Même si je suis un peu déçu de voir qu'on est dans une époque de moins en moins humaine. Ça me dérange un tout petit peu. Mais moi, c'est moins J'ai l'impression qu'on est en train de revenir à l'ère médiévale. Et ça me pose un vrai problème. À ce point, Ah oui, ça pose un vrai Socialement, problème. bien sûr, on recule l'âge de la retraite. Si on les écoutait, il y en aurait même plus. On est en train de dire que le seigneur, on sait qui sont les seigneurs aujourd'hui, doivent garder les sous parce qu'on a peur de les perdre. Il ne faut pas les imposer, mais il y a qu'au médiéval qu'on avait ça, où on n'imposait pas les seigneurs et où c'était les esclaves qui... Et on est en train de revenir à ça. Et ça me pose un vrai problème parce qu'on a prouvé que nous, dans la famille, qu'on peut gagner de l'argent tout en faisant gagner aux autres. Absolument, Mon il y père- avait une redistribution, c'est Mon vrai. père disait, ça n'est pas tout d'avoir de l'argent, encore faut-il que les autres en aient. Et là, on est en train de dire... pour C'est de pas mauvaises- comme ça qu'on a une vision des Rothschild. Et donc, ça me fait très plaisir. Mais on a que vous inventé le puissiez, social 100 appuyer ans avant sur tout le ce- monde. Ils sont connus pour est-ce que vous pouvez pour développer ça? Parce que je pense que ce sera intéressant de faire savoir. Ben oui, justement, c'est pour Même ça. si l'actualité et l'ambiance ne prédisposent pas à se faire entendre, parce que parfois on est un peu inaudible. Mais vous pourriez développer, quand vous dites que vous avez réinventé le social, il y a un modèle social? Non, on n'a pas réinventé, on a inventé le social. Ils ont inventé le social. Mais on n'est pas les justement- seuls. On n'est pas les seuls. Vous avez également les Dassault qui ont fait la même chose. C'est-à-dire que 100 ans avant Mais ils tout- sont juifs aussi. 100 ans avant tout le monde, on avait déjà, nous, Les PRR aussi. les congés payés RR aussi. dans nos entreprises, quand ça n'existait pas encore. On avait la retraite à 101% du salaire, 100 ans avant tout le monde. On avait également l'héritage. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'un Rothschild mourait, une partie de l'héritage allait aux employés et pas seulement à la famille. Donc tout ça, on l'a inventé. On a toujours montré Ça qu'on va au peut, fisc. on peut gagner de l'argent tout en faisant gagner aux autres. C'est Mais parce tout que- ça, on le trouve dans le livre, Élie. On le trouve aussi dans le livre. Et Absolument. Traité, moi, Dites-moi. ça, on connaît, enfin,
Oui, enfin, Bien, vous enfin, connaissez très non, très non, bien. mais je Oui. ne connais pas tout, mais Oui. moi, ce qui m'intéresse, c'est les rapports que vous aviez avec votre père. C'est tout ce qui me... Alors, Oui, alors justement, écoutez, C'est intéressant. venez vous asseoir si vous voulez, monsieur, avec plaisir. mon père était un homme du monde. Il avait une vie mondaine très importante. Et c'est vrai que je voyais mon père 1 ou 2 fois par mois, pas plus. Ah oui. Vous étiez à Paris ou... J'ai été en Israël les 10 premières années de ma vie. D'accord. Et ensuite- vous a et ensuite à reconnu, Paris. À votre naissance ou beaucoup plus tard? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que j'en pense? C'est pas une question à poser, monsieur. Un homme bien reconnaît son fils à la Ah bon, naissance, d'accord, évidemment. je suis d'accord. C'est- C'est pas toujours le cas, vous avez eu beaucoup de chance. Ben, non, c'est heureusement toujours le Oui, cas, oui, j'espère. oui, oui, oui. D'accord, bah merci. C'est Bah, je ce vous que en prie. voulais savoir, c'est une question Je vous en importante. prie. C'est pas la pire. Il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui m'a demandé si j'étais pour ou contre l'avortement. C'est vous dire si je suis habitué Oui, ça à des va, questions oui. bizarres. Non, non, Élie est un enfant légitime, il a été reconnu par son papa. Mais Élie, est-ce que vous parlez l'hébreu? Pas du tout. Et pourquoi? Vous avez passé 10 ans en Israël. Mais j'ai oublié, je le pratique pas. Mais il faut réapprendre, c'est magnifique. C'est Et une puis langue j'ai été à l'école magnifique. française en Israël. Alors Ah oui, oui, bah ça, alors, d'accord, je à la comprends maison mieux. on parlait français, à l'école je Oui. parlais. Et c'est vrai que j'ai appris l'hébreu quand j'étais tout petit au Oui, Talmud, oui. et le Talmud aussi. Mais quand on pratique pas une langue, quelle qu'elle soit, j'ai appris 15 langues dans ma vie. Je les ai toutes oubliées parce que je les ai pas pratiquées. Et c'est votre maman qui était partie vivre en Israël. C'est ça. C'est joli, je Qu'est-ce qui s'est trouve. passé au bout de 10 ans? Ben rien. Il a bien fallu rentrer. Il y a un moment où ma mère en avait assez. D'accord. Ça allait 5 minutes Israël, mais quand on est français au départ. C'est difficile, disons, c'est pas simple, c'est une autre culture. Pour l'avoir fait, j'ai fait mon alliage, j'y suis restée 4 ans, c'est avec 2 enfants, donc c'est très bien, mais il faut être super fort, c'est pas évident du tout. Il faut être bien entouré. Il faut être très bien entouré, oui, oui, c'est vrai. Mais j'étais Un bien cercle entourée par mon... familial, amical. Oui, amical, familial, vous avez raison, oui, Il faut oui, tout ça. c'est vrai. J'ai une question un peu benoîte. C'est le secret qui m'attire. donc, Ah, mais le secret des Rothschild, on va pas le dévoiler là. donc, à la fin, Il faut il y a lire quand même le la livre. révélation d'un secret. Oui, bien sûr. D'abord, il y a plusieurs secrets dans le livre. Il y a parce que, beaucoup de secrets. effectivement, le titre est très accrocheur et on se demande quel est ce secret. Mais en vérité, plus on lit et plus on avance dans le livre et plus on découvre les secrets des Rothschild. Ouais, le secret, finalement, les secrets, c'est tout ce que vous ne savez pas, parce qu'on connaît le nom, mais finalement, on ne sait rien. Oui. Hein, ou ce qu'on savait a été un peu oublié. Et puis, il faut savoir que les livres les moins lus, et ça, je l'ai appris par mes éditeurs, les livres les moins lus sont les livres d'histoire. Les gens ont horreur des livres d'histoire, parce que souvent, ils sont faits par des historiens qui posent un à un des faits à côté les uns des autres, et souvent il y a des choses techniques qui n'intéressent personne. Mais l'historien est obligé de les poser, même si... Moi, la différence, Non, et c'est c'est pour ça que, romancé quand même. et c'est pour ça que mon C'est éditeur ça. l'a pris, il me l'a dit, hein, il m'a dit des livres sur les Rothschild, il y en a eu d'autres avant toi. Non, mais celui-là est très beau parce que c'est très historique, mais en même temps, c'est une saga. C'est l'histoire d'une saga, c'est un roman, c'est merveilleux. Hein. Il y a en même temps les histoires d'amour de chacun. Je sais pas, il y a beaucoup de choses. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mais sérieusement, hein, c'est pas du tout pour vous passer à la brosse à reluire. Non, pas du tout. Je le pense vraiment. Je trouve qu'il est très bien écrit et que on est attiré parce que c'est vraiment une saga, quoi, extraordinaire. Voilà, bravo Élie. Merci. C'est un biopic littéraire. Absolument. Mais j'ai l'impression que je vous connais. C'est possible. Vous m'avez pas vu dans mon dernier film? Mais non, mais qui êtes-vous? Rappelez-moi. Comment vous vous appelez? Lionel Shapiro. Enchanté, Lionel Shapiro. Ben non, je ne vous connais pas. Mais vous ressemblez à un acteur, je pense. Voilà. Donc on vous a interrompu, Élie. Mais là, on va vous remercier infiniment. Donc il faut acheter Le secret des Rothschild aux éditions du Rocher. Voilà. Et on va revenir dans 5 minutes parce que je fais comme d'habitude. Hein. Je vais refaire une vidéo avec Élie parce que je vais lui faire un face-cash, une interview qui est du tac au tac. Voilà. Donc il va répondre à certaines questions. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bye bye, merci. Et alors vous êtes pour quel